Bonjour et bienvenue à tous et à toutes qui nous rejoignez pour cette séquence de 40 minutes qui sera consacrée à l'immobilier locatif et dans laquelle nos experts Banque Populaire vont vous proposer de partager leur expertise et de vous montrer également en quoi l'immobilier locatif est une solution de diversification patrimoniale qui peut permettre de répondre à des objectifs de développement de son patrimoine, de constitution d'un capital, de génération de revenus immédiats ou futurs, et qui vont vous montrer également en quoi ces solutions peuvent être tout à fait adaptées aux attentes des entrepreneurs, que vous exerciez votre activité au titre commercial ou que vous ayez une activité artisanale, que vous l'exerciez en tant que profession libérale ou encore dans le domaine agricole et que vous ayez choisi d'exercer cette activité avec et sous forme d'une entreprise individuelle ou que vous ayez choisi de l'exercer sous forme sociétaire. Alors bonjour à tous, je suis Pascale Blanchard, je suis directrice de la gestion patrimoniale et de la banque privée Banque Populaire chez BPCE. Et avec Julie, avec David et avec Thomas, nous sommes très heureux de partager ce moment avec vous. Et nous aurons grand plaisir à pouvoir répondre à vos questions à l'issue de cette présentation. Alors n'hésitez pas à les poser sur le fil d'une discussion et nous y répondrons un petit peu plus tard. Voilà, alors Julie Garcia, bonjour tout d'abord. Bonjour. Donc vous êtes la responsable de l'ingénierie patrimoniale de Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté. Oui, en effet. Merci d'être avec nous. Bonjour David Écochard, vous êtes aujourd'hui dirigeant associé de la société GVGM Formation. Vous êtes également de formation expert comptable. Et au sein de votre société, vous accompagnez et vous formez notamment les conseillers en gestion privée Banque Populaire, ceux qui interviennent auprès de chefs d'entreprise et de professions libérales, et vous les formez au travers d'un parcours dédié à l'approche globale du chef d'entreprise. Thomas Grasset, bonjour. Bonjour Pascal. Donc, vous êtes le directeur résidentiel de BPCE Solutions Immobilières. Alors, merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui. Alors, dans cette séquence, nous replacerons tout d'abord l'immobilier locatif au sein des solutions d'investissement qui permettent également de piloter sa fiscalité. Puis, nous aborderons la question que je pense beaucoup d'entre vous ont en tête. Est-ce le bon moment d'investir en immobilier locatif ? Nous regarderons également les aspects de son financement et notamment le recours à l'emprunt. Nous aborderons les différents dispositifs d'investissement en immobilier patrimonial locatif, leurs avantages, le traitement fiscal pendant la durée de détention de ces investissements et également lors de la sortie du patrimoine de l'investisseur. Et puis, nous n'oublierons pas, bien sûr, de parler de mode de détention, société, pas société, voilà, des questions qui se posent aussi, auxquelles nous répondrons. Alors, David, je me tourne vers vous pour commencer parce que je crois que vous avez une bonne nouvelle, il me semble, et notamment pour ceux qui souhaitent investir en immobilier patrimonial locatif. Voilà, il se pourrait que ces investissements leur permettent d'agir également sur leur fiscalité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors effectivement, Pascal, c'est une très bonne nouvelle pour tous ceux qui souhaitent être acteurs de leur fiscalité. Lorsqu'on veut agir sur le montant de son imposition sur le revenu, on a deux grands leviers. Le premier levier consiste à intervenir sur l'assiette de calcul de l'impôt, avec un effet qui sera directement proportionnel à votre TMI, qui est comprise entre 0 et 45%. Avec ce levier, plus votre TMI est élevé, plus votre économie d'impôt sera importante. Typiquement, si vous faites un versement de 10 000 € sur un plan d'épargne retraite individuel et que ce versement est déduit de votre revenu professionnel, qu'il soit BIC ou BNC, dans la mesure où votre TMI est de 41%, vous bénéficierez d'une réduction d'impôt qui est très exactement de 4 100 €. Voilà.
On peut raccrocher dans ce dispositif des avantages fiscaux liés au déficit foncier ou à l'utilisation, par exemple, de la location meublée avec le jeu des amortissements. Le second levier, lui, consiste à agir directement sur le montant de votre imposition, avec un dispositif de réduction d'impôt pour lesquels le taux de la réduction d'impôt est déjà fixé. Si vous bénéficiez d'une réduction d'impôt de 25%, pour un investissement de 10 000 euros, vous bénéficierez cette fois d'une réduction d'impôt de 2 500 euros. On voit qu'il n'y a plus là de corrélation entre votre TMI et l'avantage fiscal que vous obtenez. On peut citer à titre d'exemple ici comme dispositif l'investissement dans des fonds, notamment les parts de SCPI ou de FIP. Voilà. Et puis, dans l'immobilier, il y a des dispositifs comme le Pinel qui permet de bénéficier de réduction d'impôt, voire le Malraux également. Voilà, je terminerai en attirant l'attention sur 2 points particuliers. Premier point, en général, en contrepartie de l'obtention d'un avantage fiscal, on va vous demander un certain nombre de contraintes qu'il faudra parfaitement évaluer. Et puis le second point, c'est de ne jamais perdre de vue le plafonnement des niches fiscales qui va limiter votre avantage fiscal global que vous pouvez obtenir à 10 000 euros. Voilà. Alors, dans certaines situations, on peut porter cet avantage jusqu'à 18 000 euros pour des investissements outre-mer, notamment au travers du dispositif Girardin, voire l'investissement sous forme de Sofica. Alors, merci David. Donc, nous venons de voir que plusieurs solutions d'investissement existent, soit dans des actifs financiers, soit dans des actifs immobiliers, et qui permettent de se créer un patrimoine, de le développer, en bénéficiant par ailleurs d'effets fiscaux sur l'impôt sur le revenu dû à titre personnel. Alors, soit au titre de l'année de sa réalisation, soit pendant toute la durée de détention de cet immobilier. Julie, vous avez peut-être un complément ? Oui, effectivement, en cette période de fin de déclaration d'impôt, nous sommes tous sensibilisés aux investissements qui auraient vocation à nous permettre de minimiser notre pression fiscale. Toutefois, je souhaiterais vous rappeler que ce qui compte le plus dans tout investissement est la valeur intrinsèque du produit. Si nous prenons par exemple l'exemple de la loi Pinel, il conviendra au préalable de regarder la situation et l'emplacement du bien ainsi que ses qualités de construction. Et une fois ce préalable rempli, il sera tout à fait possible de bénéficier des avantages fiscaux qui y sont liés. Les acquisitions immobilières auront vocation à être réalisées pour différents objectifs. Cela pourra être la préparation de sa retraite pour l'obtention de revenus complémentaires ou bien dans un souci de diversification de son patrimoine. Cette acquisition pourra finalement se faire sous plusieurs modes de détention. Cela pourra être une détention directe ou une détention sociétaire. Merci Julie. Merci aussi de nous dire qu'il est important, lorsqu'on investit en immobilier locatif, de pouvoir s'appuyer aussi sur une bonne nature de conseil. C'est vrai que lorsqu'on a un objectif d'investissement en immobilier, et notamment pour se constituer ou développer son capital, il est très important de bien pouvoir sélectionner les différentes solutions qui sont à votre disposition. Alors, l'immobilier locatif, lui, présente la qualité de disposer et de s'appuyer sur une valeur intrinsèque, tout en offrant, et avec possiblement des impacts fiscaux. Donc, on vient de le voir, David, en matière d'impôt sur le revenu, soit au titre de l'assiette, soit au niveau de l'impôt payé. Ces dispositifs permettent également de pouvoir se procurer des revenus immédiats ou futurs. Alors évidemment, à un horizon que l'investisseur aura pris le soin de pouvoir bien coordonner avec certains de ses objectifs patrimoniaux. Et donc pour toutes ces raisons, il nous paraît très important de dire que tout investissement dans de l'immobilier locatif patrimonial doit être bien réfléchi et doit être bien accompagné, avec probablement un choix de bons partenaires pour vous accompagner. Alors, les conseillers en gestion privée, les ingénieurs patrimoniaux, banques populaires peuvent être, à ce titre, des interlocuteurs privilégiés dans le cadre de vos réflexions. Alors,
nous venons de voir quelques points clés à avoir en tête dans le cadre d'une démarche d'investissement en immobilier locatif. Mais évidemment, il y a aussi la question du timing qui se pose et qui est importante. Et je vais donc me tourner vers Thomas pour lui poser la question. Thomas, est-ce le bon moment pour investir en immobilier aujourd'hui ? Alors, merci Pascal. Alors effectivement, compte tenu du contexte, l'investisseur et donc l'épargnant peut se poser la question aujourd'hui, la question du timing pour investir dans l'immobilier, notamment au regard de la valeur future du bien qu'il va acquérir. Alors, je ne vais pas aujourd'hui, évidemment, me lancer dans une incantation qui donnera la valeur future des biens immobiliers dans 10 ans, 20 ans, évidemment. Par contre, je voulais partager avec vous quelques facteurs qui nous semblent être des facteurs de soutien des prix de l'immobilier. Alors, le premier facteur, quand on parle d'immobilier neuf, c'est le facteur, le rapport entre l'offre et la demande. Naturellement, la demande, elle tourne autour de 500 000 logements en mise en chantier. Et structurellement, aujourd'hui, les mises en chantier tournent plutôt autour de 350 000, entre 350 000 et 400 000 logements mis en chantier par an, avec évidemment l'année dernière une situation on va dire, qui a accentué ce décalage. Donc, un premier facteur de soutien des prix. Le deuxième, c'est que on connaît tous l'adage l'immobilier comme valeur refuge de l'épargnant. Aujourd'hui, je dirais que l'immobilier résidentiel revêt véritablement la nature de valeur refuge dans la valeur refuge. C'est-à-dire que les investisseurs aujourd'hui, qui investissaient dans d'autres natures, dans d'autres compartiments d'immobilier, se tournent aujourd'hui vers l'immobilier résidentiel. C'est donc encore un facteur de soutien supplémentaire à l'immobilier résidentiel. Le troisième sujet, il est très factuel, c'est le sujet de l'évolution des prix sur le premier trimestre. Et on constate que cette évolution, elle est encore favorable sur l'immobilier neuf. Les prix ont encore progressé au premier trimestre 2021 sur l'immobilier. Et le dernier facteur, alors là, il est plus au regard de l'investisseur et donc il va mettre son bien en location, c'est que les normes au titre de la performance énergétique des logements va se durcir et donc ça plaide dans la faveur de l'investisseur actuel dans l'immobilier neuf, puisque évidemment l'immobilier neuf étant aux normes actuelles, les biens à mettre en location le seront également. Donc ce sont autant de facteurs qui nous semblent, en tout cas dans l'immobilier neuf, être des facteurs de soutien des prix d'immobilier. Alors, on peut se poser aussi évidemment le sujet de la valorisation de l'ancien, puisque nombre de nos clients et des personnes qui nous écoutent sont propriétaires d'immobilier ancien. Alors, le constat que l'on fait dans l'immobilier ancien, c'est que les prix, l'année dernière, le nombre de transactions en tout cas, n'a pas baissé. On est resté au-dessus du million de transactions, qui est un niveau haut en termes de nombre de transactions. Et donc, on est resté au-dessus de ce million. Par contre, on peut se poser la question de voilà, qu'est-ce que la situation sanitaire, quelles modifications ça a entraîné sur le comportement et des investisseurs et du coup des locataires. Alors, le constat que l'on fait, c'est qu'il y a un certain report sur des surfaces plus grandes, évidemment, et des surfaces, et en tout cas des habitations disposant d'espaces extérieurs. Et donc c'est vrai que l'investisseur aujourd'hui devra se poser cette question dans son investissement, de dire est-ce que mon investissement correspond à une demande qui est en train d'évoluer vers ce type de bien. Et enfin, je terminerai par un facteur qui est un facteur, on va dire, là, qui est plus ancien, mais qui est très fort, de soutien de l'investissement, en tout cas dans l'immobilier, de l'intérêt. C'est la situation des taux d'intérêt, et donc les taux d'intérêt durablement bas. Mais là, c'est vrai qu'on entre plus dans le giron du banquier, donc je laisse Julie en parler. Oui, effectivement. Nous sommes dans un contexte de taux très bas et ainsi, ça peut être l'occasion, via un effort d'épargne qui peut être relativement faible, de se constituer ou d'accroître son patrimoine. Je citerai plusieurs effets de levier fiscaux qui viennent se rajouter à cet effet de levier financier. Premièrement, l'effet de levier sur l'impôt sur le revenu, puisque effectivement, il nous est possible de déduire les intérêts d'emprunt qui seront acquittés des loyers perçus par le propriétaire.
au niveau de l'impôt sur la fortune immobilière aussi, puisque finalement, l'assiette de cet impôt est assise sur une assiette d'actifs nets. Et l'actif net fait donc appel à l'actif moins le passif. Donc, du coup, la dette bancaire permettra de minimiser l'impact de cet impôt. Et enfin, je dirais en troisième effet de levier fiscal, un effet de levier au niveau de la transmission, puisqu'il sera possible, via une stratégie efficiente, d'anticiper la transmission de son patrimoine immobilier tout en minimisant le coût de cette transmission. Enfin, sur un effet de levier qui peut être méconnu est celui de l'assurance emprunteur, qui permettra notamment de jouer un rôle de prévoyance et ainsi de protéger vos héritiers dans le cas d'un événement malheureux. J'ajouterai juste un bémol quant à la location meublée que nous développerons tout à l'heure. Dans le cas de la location meublée, un résultat exceptionnel pourra être constaté par le remboursement de l'emprunt. Mais si vous entourez effectivement de conseils, nous aurons des solutions à vous proposer pour vous prémunir de ce désagrément. Alors, merci Julie et Thomas. Un levier d'endettement intéressant. Donc, on a vu des dispositifs fiscaux spécifiques. Maintenant, on a envie d'en savoir un peu plus, justement, sur les différents dispositifs et programmes d'investissement immobilier locatif qui sont disponibles. Thomas, est-ce que vous pouvez nous en parler maintenant ? Oui, bien sûr. Alors, donc effectivement, Pascal, le sujet du dispositif est un sujet important. Par contre, avant de parler des dispositifs, je pense qu'il y a deux choses qu'il faut bien avoir en tête. La première, c'est que l'investissement en immobilier, ce n'est pas un acte anodin. C'est un acte qui va entraîner l'épargnant sur une durée longue. Et donc, c'est vraiment un acte qui doit être réfléchi. Donc, ça veut dire que clairement, c'est un sujet sur lequel l'épargnant, en tout cas l'investisseur, devra être très au clair avec les objectifs qu'il a et ce qu'il veut faire de son investissement. Et évidemment, ensuite, on va l'amener sur des dispositifs, mais de la même façon, il faudra qu'il comprenne bien les différents dispositifs et l'incidence que ça peut avoir. Et donc, c'est pour ça qu'il est très important, dans l'investissement en immobilier, d'être bien accompagné. Alors maintenant, si on veut parler un tout petit peu des dispositifs, alors on va dire le dispositif le plus connu et le plus utilisé, j'en citerai deux qui représentent à peu près un peu plus des 2/3 des investissements dans le cadre de ces dispositifs. Donc c'est le dispositif Pinel et le dispositif en loueur meublé non professionnel. Alors pourquoi ces dispositifs sont des dispositifs qui sont plébiscités ? Parce qu'ils sont finalement assez simples dans leur fonctionnement. Ils sont souvent assortis d'une solution de gestion locative. Donc, et dans la gestion et dans la compréhension, ils sont relativement simples et du coup, ils répondent souvent aux objectifs des primo-investisseurs. Alors, ensuite, en ce qui concerne les chefs d'entreprise, les artisans, les professions libérales, là, on constate que les objectifs, souvent, sont de deux natures. Le premier objectif, c'est la constitution de revenus futurs. Pourquoi ? Parce que la situation actuelle, souvent en activité, génère des revenus plus importants que ce qu'ils seront au moment de la retraite. Donc, le sujet de la constitution de revenus futurs est un sujet important. Et le deuxième sujet, c'est le sujet de la transmission de patrimoine. Alors, ces deux objectifs, évidemment, devant s'assortir au moment de l'investissement, sur une neutralité fiscale, en tout cas, faire en sorte que l'investissement n'alourdisse pas la fiscalité de l'investisseur. Donc, dans ce cadre-là, souvent le conseil, l'orientation peut aller sur des dispositifs type déficit foncier, notamment lorsque les professionnels sont déjà propriétaires d'immobilier, ce qui est souvent le cas, notamment leur outil d'exploitation, l'immobilier d'exploitation, et d'autres dispositifs, alors un tout petit peu plus, j'allais dire, sophistiqués, comme le dispositif de la nue propriété, qui peut répondre à ces objectifs. Alors, pour l'illustrer, parce que c'est toujours intéressant d'utiliser les exemples, on a accompagné récemment, par l'intermédiaire d'une banque populaire parisienne, une cliente, profession libérale, qui avait des revenus relativement importants, qui s'était imaginé une enveloppe d'investissement dans l'immobilier, sans idée préconçue sur ce qu'elle voulait. Donc on l'a accompagnée sur ses objectifs. Et il s'est avéré que finalement, plutôt que de réaliser un investissement, là on a réalisé deux en nue propriété, avec une enveloppe qui était
quasi équivalente à ce qu'elle avait envisagé au départ. Et ça présentait l'avantage, évidemment, de répondre au sujet des revenus futurs, de ne pas alourdir la fiscalité immédiate, mais aussi de transmettre à ses 2 enfants un bien chacun, donc, puisqu'elle en a acheté 2, et donc de vraiment répondre à ces objectifs. Ensuite, on a des dispositifs qui sont... on va dire qu'ils s'adressent à des investisseurs un peu plus avertis et souvent dans une logique de valorisation de patrimoine, notamment sur l'investissement en secteur sauvegardé à travers le Malraux, voire le monument historique. Mais là, on est sur des dispositifs un peu plus, on va dire, un peu plus sophistiqués. Ok, merci. Donc je pense qu'on voit mieux maintenant en fait les possibilités qui sont offertes par ces différents dispositifs et qui peuvent retenir l'attention notamment des entrepreneurs. Maintenant, je me tourne peut-être vers Julie pour regarder un peu peut-être l'environnement fiscal auquel est assujetti l'investissement patrimonial et notamment pour commencer pendant la période de détention du bien. Voilà, qu'est-ce qu'on a comme élément à partager ? Oui, Pascal, je rejoindrai Thomas sur la définition des objectifs qui me semble être un préalable, puisque au-delà finalement de l'objectif patrimonial qui sera en lien avec l'investissement immobilier, il y aura, en fonction du choix du type de catégorie d'actifs immobiliers, une différence entre la taxation au niveau de l'impôt sur le revenu. Effectivement, pour distinguer les 2 grandes catégories d'investissement immobilier, je vais procéder à une distinction entre la location nue et la location meublée. Dans le cas de la location nue, nous serons finalement imposés dans la catégorie des revenus fonciers, quand en location meublée, nous serons imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Je vais m'attarder un tout petit peu sur cette catégorie qui présente un avantage fiscal certain, qui est de pouvoir amortir, comme vous pouvez le faire effectivement dans le cadre de votre activité professionnelle au sein de votre compte de résultat. Il est possible d'amortir et de procéder effectivement à une dépréciation fictive sans décaissement de trésorerie du bien, ce qui aura vocation à minimiser, voire neutraliser le résultat qui sera soumis à l'impôt sur le revenu. Au niveau de la déclaration, comment ça se passe finalement ? Il y aura 2 possibilités. De plein droit, le régime finalement du micro aura vocation à s'appliquer en fonction du respect de certains seuils, bien entendu. Et finalement, ce régime du micro permettra de déduire de vos loyers un abattement forfaitaire qui sera prédéfini et qui sera différent en fonction de la catégorie, si nous sommes en location nue ou en location meublée. Il sera possible finalement d'opter pour le régime du réel. Cette option devra être privilégiée si vous considérez que les charges réellement acquittées sont supérieures à l'abattement forfaitaire qui est permis par la loi. Alors, peut-être 2 éléments justement concernant ces charges qui viennent en déduction des loyers, c'est-à-dire des recettes qui sont procurées par cet investissement locatif. Donc, on imagine bien qu'il peut y avoir du coup des différences entre la trésorerie qui est générée par cette location et puis entre les éléments qui sont déclarés fiscalement et qui peuvent du coup générer un déficit pour l'investisseur. Du coup, dans cette situation, voilà, comment pour vous ce déficit peut être appréhendé par l'investisseur, Julie ? Oui, effectivement, il existe 2 possibilités. Finalement, votre acquisition immobilière a vocation à vous créer du revenu imposable ou a vocation à créer un déficit. Et ce déficit, son impact sera différent suivant qu'on se situe au niveau, là encore une fois, de la location nue ou de la location meublée. En matière de location nue, vous aurez la possibilité de déduire de votre revenu global votre déficit jusqu'à 10 700 €. Au-delà, le déficit sera reportable sur les revenus de même nature et ce pendant 10 ans. En matière de location meublée, une distinction devra être faite en fonction de votre statut, à savoir si la location meublée est professionnelle ou non professionnelle. En matière professionnelle, le déficit constaté pourra être déductible du revenu global. Quant en location meublée non professionnelle, ce déficit sera déductible des revenus de même nature et ce pendant 10 ans.
Enfin, en matière fiscale et sociale maintenant, il convient de distinguer encore une fois les deux statuts. Lorsque nous sommes en location nue, si du résultat est constaté bénéficiaire, il aura une taxation aux prélèvements sociaux de 17,2%, pardon. Et en matière de location meublée, en fonction du statut, du type de location, finalement, ce sera soit les prélèvements sociaux qui auront vocation à s'appliquer, soit les cotisations sociales que je suis sûre vous connaissez bien déjà dans le cadre de votre activité professionnelle. Je tiens juste à conclure cette partie par un point qui me semble important, c'est de vous rapprocher le plus tôt possible, dès que vous avez le souhait de réaliser ce genre d'investissement, de vos conseillers en gestion privée ou en gestion de patrimoine, afin que l'investissement réponde vraiment à vos objectifs. Je souhaiterais juste citer un exemple que j'ai vécu dernièrement. Un client est venu nous solliciter dans le cadre d'un financement bancaire et il avait vocation à faire un investissement en loi Pinel. Et puis finalement, lorsqu'on a regardé sa situation patrimoniale et fiscale, nous nous sommes aperçus tous ensemble que la location meublée non professionnelle était finalement le véhicule le plus adapté à ses objectifs et à sa situation. Merci Julie, et pour ces points d'attention qui sont effectivement très importants. Alors, nous venons d'évoquer le traitement et l'environnement fiscal et social pendant la durée de détention d'un bien immobilier patrimonial locatif. David, il se peut aussi que l'investisseur, bien sûr, souhaite céder à un moment son bien ou bien que ce bien doive faire l'objet d'une transmission du vivant de l'investisseur ou malheureusement en cas de décès. Alors comment est-ce que tout cela se passe ? Bon, alors tout d'abord en cas de vente du bien, les réponses ont différé selon que le bien était loué nu ou en meublé sous statut de loueur meublé professionnel. Si votre bien était loué nu ou en meublé non professionnel, vous relevez du régime des plus-values immobilières des particuliers et ici votre meilleur allié ce sera le temps. La durée de détention va agir avec un abattement et vous permettra d'être exonéré au terme de 22 années en IR. Par contre, il faudra attendre un petit peu plus, 30 ans, pour être exonéré de prélèvements sociaux. Voilà. Si, en revanche, le bien était loué meublé, avec ce statut de loueur en meublé professionnel, à ce moment-là, la vente va relever du régime des plus-values professionnelles, qui là aussi, j'imagine, vous connaissez bien, et qui est un petit peu plus radical que les plus-values immobilières des particuliers, dans le sens où la plus-value est déterminée par différence entre le prix de cession et la valeur amortie du bien. Attention également à un point particulier ici, c'est que la plus-value, lorsqu'on est loueur meublé professionnel, peut être soumise à cotisation sociale. Pour le reste, vous pouvez bénéficier d'un régime d'exonération qui est extrêmement efficace, dans la mesure où le chiffre d'affaires dégagé dans le cadre de l'activité de location en meublé ne dépasse pas 90 000 € et que vous exercez cette activité depuis au moins 5 ans, vous pouvez bénéficier d'une exonération complète, là aussi, d'impôts et de prélèvements sociaux. Alors, maintenant, si vous souhaitez transmettre votre bien de votre vivant ou à votre décès, la même distinction devra être faite. Pour les biens loués nus ou en meublé non professionnels, à nouveau, on relève donc du régime des plus-values immobilières des particuliers et la plus-value sera tout simplement purgée par la transmission à titre gratuit. En revanche, si vous relevez du statut des loueurs meublés professionnels, la transmission à titre gratuit ne purge pas la plus-value. Vous êtes potentiellement imposable sur la plus-value dégagée au moment de la cession. Là aussi, des régimes de faveur existent qui permettront peut-être de bénéficier, sous certaines conditions, de bénéficier d'une exonération d'imposition sur la plus-value. Ça, c'est du côté du cédant. Du côté du donateur, du côté de vos héritiers ou des donataires, ils relèveront bien sûr des droits de succession ou des droits de donation sur la valeur des biens transmis, cette valeur étant potentiellement atténuée par le jeu des abattements fiscaux qui existent en matière de transmission. Voilà. Bon, en conclusion, je pense que ce qui est particulièrement important, c'est l'anticipation sur la transmission. L'anticipation du scénario de sortie pour utiliser au mieux les règles que l'on vient d'évoquer
et bien sûr, vous faire accompagner dans cette démarche. Merci David et merci Julie. Alors, à ce stade, il me paraît que voilà, un dernier élément peut-être doit être précisé, et parce qu'il est important et que beaucoup se posent la question aussi, c'est celui des modes de détention de l'immobilier. Alors, société, pas société, Julie, David, qui veut se lancer? David, peut-être? Je vais me lancer. Merci. Alors, la question du mode de détention de l'immobilier est en effet un sujet extrêmement important. Et ça mérite une vraie réflexion dans la mesure où ce choix va vous engager dans la durée. Voilà. Alors, je pense qu'il ne faut surtout pas écarter d'emblée la détention directe, qui reste la solution la plus simple juridiquement et la moins coûteuse. Vous n'avez pas de structure à créer, vous n'avez pas de structure à faire vivre. Voilà. Ensuite, l'interposition d'une société peut également être une source de complexité dans la gestion de votre bien, notamment si il est destiné à un usage mixte ou si son utilisation, son usage va évoluer au cours du temps. Je m'explique. Imaginons que vous possédiez une résidence secondaire et que vous souhaitiez la louer ponctuellement. Si vous détenez en direct cette résidence secondaire, les revenus locatifs relèveront du régime des BIC et les temps d'occupation à titre personnel ne poseront aucune difficulté. En revanche, si ce même bien est inscrit à l'actif d'une SCI, d'une société civile immobilière, à ce moment-là, l'exploitation même ponctuelle en meublé générera un bénéfice industriel et commercial qui subira automatiquement l'IS. Voilà, dans une gestion donc, de la fiscalité qui ne sera pas totalement maîtrisée ici. Voilà. Alors, si, comme je viens de l'expliquer, la détention directe d'un bien immobilier peut s'avérer tout à fait satisfaisante, le recours à une société pour investir, je pense que vous serez d'accord, Julie, mérite qu'on se penche sérieusement dessus et doit répondre à une stratégie de détention précise. Oui, effectivement, je pense qu'on peut comparer la détention à titre individuel à du prêt-à-porter et puis la détention sociétaire à du sur-mesure de la haute couture. Je pense que, contrairement à une idée assez répandue, la détention sociétaire ne doit pas être choisie pour un motif fiscal. La société civile ne permet pas de bénéficier d'un avantage fiscal particulier. Toutefois, je pense que la détention sociétaire peut vraiment avoir du sens pour des motifs juridiques, notamment dans le cadre d'une transmission qui serait subie, malheureusement, en cas de décès ou voulue en matière de donation, où là, il sera tout à fait possible d'organiser finalement les pouvoirs et les prérogatives de chacun et ainsi d'anticiper, dans le cadre d'une donation, la transmission de son patrimoine sans pour autant perdre l'ensemble des pouvoirs qui sont attachés à ce bien. Je disais que l'avantage fiscal, il n'y en avait pas, si ce n'est finalement le fait de pouvoir choisir son mode de fiscalité, puisque lorsqu'on est en détention directe, nous n'avons pas le choix dans la catégorisation de nos revenus. Ils seront taxés, quoi qu'il arrive, à l'impôt sur le revenu. Toutefois, en matière sociétaire, si effectivement on considère à un moment donné que l'impôt sur le revenu, au regard de l'ensemble de vos revenus, est trop confiscatoire, il est tout à fait possible d'envisager d'opter pour un impôt sur les sociétés et seule une détention sociétaire le permet. Cette option, finalement, pour l'impôt sur les sociétés peut rejoindre un objectif qui serait de se dire est-ce que j'ai plutôt vocation à souhaiter obtenir du revenu ou bien capitaliser ces revenus pour le futur. J'attire votre attention sur le choix de la forme de la société. Il a toute son importance, puisqu'effectivement, en fonction du type d'investissement choisi, il conviendra de choisir une certaine forme sociétaire pour qu'au niveau fiscal, finalement, ça puisse rentrer dans les objectifs que vous vous étiez fixés. Et je rejoins effectivement David en disant que plus on décide en amont de cette structure sociétaire, mieux c'est. Idéalement, ça serait de le faire avant l'investissement, puisque on peut éventuellement rétropédaler et envisager une mise en société plus tard. Toutefois, cela peut avoir des impacts fiscaux relativement importants.
Je pense donc que la détention sociétaire est un excellent outil de gestion de patrimoine. Toutefois, elle doit être utilisée à bon escient et de ce fait, privilégier une stratégie personnalisée, accompagnée finalement de vos conseils habituels, notamment pour la rédaction des statuts qui peuvent être votre expert comptable notamment. Vous savez dans votre activité professionnelle à quel point les statuts ont une importance et de vos conseillers en gestion de patrimoine, de vos conseillers professionnels, afin que cette stratégie ne soit pas industrialisée mais plutôt personnalisée. Merci Julie, merci David pour ces dernières précisions. Alors, nous arrivons au terme de notre présentation. Nous avons vu ensemble en quoi l'immobilier patrimonial est une solution de diversification patrimoniale particulièrement adaptée aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise, aux professions libérales qui souhaitent pouvoir se constituer un capital futur, générer des revenus peut-être immédiats également. Alors, un tel investissement requiert des conseils, d'autant plus que nous l'avons bien vu également, il s'inscrit dans la durée et que par ailleurs, il nécessite de pouvoir réaliser plusieurs étapes, dont la première, avant tout investissement, est de pouvoir bien identifier les objectifs avec une approche patrimoniale personnalisée et qui va tenir compte de la situation, bien sûr, tout à fait individuelle de tout un chacun. Et notamment, par exemple, s'agit-il d'un premier investissement ou pas ? Ensuite, dans une deuxième étape et pendant toute la durée de l'investissement, il va être important de pouvoir bien suivre les évolutions de la situation patrimoniale de l'investisseur, mais également des évolutions de l'immobilier locatif dans lequel il aura investi et qui peut avoir des impacts sur son mode de gestion, enfin sur sa gestion ou sur son mode de détention. Avant l'horizon qui a été défini par l'entrepreneur, il sera aussi important de pouvoir regarder les sujets autour de la transmission, de l'organisation de la transmission, de la cession, bien sûr, de ce bien immobilier. Donc aujourd'hui, les conseillers Banque Populaire, alors le conseiller professionnel avec l'appui du conseiller en gestion privée, des ingénieurs patrimoniaux, va pouvoir accompagner l'investisseur qui ferait ce choix tout au long de ces différentes étapes. Et puis, Banque Populaire peut également vous mettre en relation avec des partenaires immobiliers qui vous permettront de réaliser sereinement vos projets d'investissement en immobilier locatif patrimonial. Donc maintenant, je propose que nous passions aux questions, et notamment de celles et ceux qui nous suivent depuis le début de cette séquence. Est-ce que nous avons des questions ? Oui, bonjour. Une question d'un internaute, Christophe. La hausse des prix continuelle depuis des années est-elle finalement une bonne nouvelle ? Et quid des rendements alors que les loyers vont être de plus en plus bloqués par les mairies ? Alors, est-ce que la hausse des prix depuis des années est une bonne nouvelle ? Et d'où la question de le bon prix de l'immobilier. Alors c'est une question que l'on se pose depuis assez longtemps finalement, puisque les prix de l'immobilier effectivement sur les dernières années n'ont cessé de progresser. Aujourd'hui, force est de constater que si on regarde dans le temps et qu'on se projette sur des durées extrêmement longues, l'évolution des prix de l'immobilier a toujours été favorable. Alors, elle a été ponctuée d'un certain nombre de crises qui ont ponctuellement effectivement entraîné des baisses de prix, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'investissement en immobilier, c'est un investissement de long terme. Le spéculateur qui voudrait investir en immobilier, effectivement, peut s'exposer à un risque de perte en capital. Par contre, en tout cas, ce que l'on constate sur le passé, par le passé, c'est que l'investisseur en immobilier sur le très long terme, lui, n'a pas vu la valeur de son capital baisser. Alors maintenant, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, rentrer dans
une incantation pour connaître la valeur des prix de l'immobilier dans 10 ou 20 ans. Ça, effectivement, je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment des facteurs, en tout cas, qui vont dans le sens, du maintien des prix, alors, et de l'immobilier, et, encore une fois, du montant des loyers, le montant des loyers qui, évidemment, ont une incidence sur le rendement de l'investissement. Voilà. Juste pour terminer, mais je dirais que si on rapproche le rendement de l'immobilier encore actuellement avec le rendement de l'épargne, on va dire, alors, en tout cas sans risque, hein, clairement, si on confronte les deux, l'investissement en immobilier est plus rentable. Alors, je n'irai pas sur les valeurs mobilières parce que c'est moins le sujet, mais en tout cas, le rendement dans l'immobilier est encore plus favorable qu'un investissement sans risque sur le plan financier. Si je peux me permettre une précision sur ce point, parce que j'ai entendu parler de valeurs mobilières et ce genre de choses. Je pense que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est de se dire ce qui compte en matière de gestion patrimoniale, c'est avant tout une diversification de son patrimoine. Et quel que soit le point d'entrée, entre guillemets, que ce soit en matière assurantielle, en matière immobilière, afin d'éviter finalement des risques sur une classe d'actifs en particulier, finalement le bon proverbe de se dire ne pas mettre tous les œufs dans le même panier est, je pense, vraiment applicable dans la situation que nous connaissons actuellement. Voilà. Aussi, je vous encourage à diversifier vos avoirs. Merci à tous les deux. Peut-être une autre question ? Une question peut-être pour David Écochard. Quel est l'intérêt de la location meublée ? Et y en a-t-il plusieurs d'ailleurs ? Alors, l'intérêt de la location meublée, on l'a déjà évoqué longuement sur ce plateau. Peut-être plus particulièrement la location meublée professionnelle, qui, au-delà des avantages fiscaux qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer, peut apporter un statut social à des personnes qui en seraient dépourvues. Je pense notamment, on a régulièrement sur des dossiers des dirigeants qui cèdent leur entreprise et puis qui vont connaître une période pendant laquelle ils n'auront pas de couverture sociale. Bon, le fait d'être loueur en meublé professionnel ou en tout cas de rentrer dans les régimes de cotisation sociale peut être une source de cotisation qui va ouvrir des droits sociaux, mais également éventuellement de valider certains trimestres à la retraite, etc. Donc il y a toute cette dimension sociale qu'il faut aussi explorer quand la situation, je dirais, nous met face à une couverture sociale qui est complètement absente. Merci David. Une question posée par Séverine, peut-être pour Julie Garcia. Qu'entend-on par location professionnelle ? Location meublée professionnelle, pardon. Oui, c'est une bonne question, puisque nous en avons parlé, mais nous n'avons pas défini. Effectivement, il convient de distinguer la définition de statut de loueur en meublé professionnel au sens de l'impôt sur le revenu et au sens de l'impôt sur la fortune immobilière, puisque la définition n'est pas la même. Aussi, il sera tout à fait possible d'obtenir le statut loueur en meublé professionnel au sens de l'impôt sur le revenu, mais de ne pas avoir ce statut au sens de l'impôt sur la fortune immobilière. Finalement, au sens de l'impôt sur le revenu, ce qu'il faut retenir, c'est que 2 conditions cumulatives doivent être remplies, à savoir de bénéficier finalement de recettes locatives annuelles brutes supérieures à 23 000 € et que ces mêmes recettes finalement soient supérieures aux autres revenus professionnels qui peuvent être donc les salaires, les pensions de retraite qui rentrent dedans, les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices non commerciaux et les autres revenus professionnels. Au sens de l'impôt sur la fortune immobilière, je ne vais peut-être pas rentrer en détail, toutefois, gardez à l'esprit que le statut sera différent et les contraintes pour obtenir ce statut seront différentes en fonction du mode de détention, comme nous l'avons vu tout à l'heure, une détention en direct ou une détention sociétaire. Voilà, donc ce statut de loueur en meublé professionnel peut avoir de réels avantages, notamment en matière d'impôt sur la fortune immobilière, en matière de recherche de cotisation sociale lorsqu'on souhaite obtenir un statut social, lorsqu'on n'a pas d'activité. Toutefois, il peut y avoir un pendant négatif. Donc voilà, toujours pareil, n'hésitez pas à venir nous voir. Nous serons là pour vous accueillir et vous conseiller dans ces démarches. Une autre question posée par Julie. Pourquoi investir dans de l'immobilier locatif
qui peut être imposable à l'impôt sur la fortune immobilière et qui plus est à un taux confiscatoire de 1%, je crois. Du coup, c'est une autre Julie Garcia, qui peut peut-être répondre à cette question. Oui, effectivement, toute catégorie d'actifs immobiliers rentre dans l'assiette taxable à l'impôt sur la fortune immobilière. Bien qu'il y ait certains investissements immobiliers qui n'y rentrent pas, nous en avons parlé tout à l'heure, Thomas, de nue propriété. Typiquement, quelqu'un qui souhaite investir dans de l'immobilier, mais qui trouve cet impôt relativement confiscatoire, pourra avoir recours à des investissements qui échapperont à cette imposition. Juste un bref rappel, quand même, parce qu'il me semble important. L'impôt sur la fortune immobilière est un impôt qui se déclenche si on a un actif net taxable supérieur à 1 300 000 €. C'est un barème progressif, finalement, qui passe de 0,5 à 1,5. Le taux de 1,5 est atteint à partir d'un patrimoine immobilier net de 10 millions d'euros. Je dis net, patrimoine immobilier net, parce que là aussi, comme nous en avons parlé tout à l'heure, finalement, le recours à la dette bancaire peut trouver encore tout son sens, puisque ça viendra en déduction de l'assiette taxable à cet impôt. Et puis, je pense que pour finir, ce qu'il convient de regarder, c'est la performance nette de l'investissement, une fois que nous avons déduit l'ensemble des impositions, et regarder si effectivement elle reste raisonnable au regard des autres classes d'actifs. Bien, écoutez, merci Julie, merci Thomas, merci David, merci à toutes et à tous pour votre attention. Alors, le replay de ce webinaire sera mis à votre disposition d'ici 48 heures. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos conseillers Banque Populaire, conseillers professionnels, conseillers en gestion privée, ingénieurs patrimoniaux. Ils sont évidemment tout à fait à votre écoute pour vous faire bénéficier du meilleur accompagnement patrimonial. À bientôt.